Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette première rencontre de sophisme et phénoménologie. Ce que je désire, c'est partager avec vous un chemin de pensée euh, à partir du sophisme, à partir de la phénoménologie, à partir aussi, entre autres, de la médecine traditionnelle chinoise et du Qigong. Alors comment commencer? Plusieurs entrées sont possibles. Une entrée essentielle pour moi, c'est assurément celle de la vision, que je vais commencer à déployer progressivement, entre autres à partir d'une libre reprise de Merleau-Ponty. Cette problématique de la vision, elle est centrale en tout chemin spirituel, que l'on peut caractériser, pour une part, comme un chemin d'apprentissage de la vision, un chemin de libération de cette vision qui, toujours déjà, se déploie en nous, et qui ne peut manquer, mais qui ne peut manquer d'être dépouillé, libéré, qui ne peut manquer d'être intensifié, approprié, déployé. Il n'y a pas de chemin spirituel qui ne soit pas engagé dans une libération de la vision en nous. Apprendre à voir. Alors j'intitule cette première rencontre As-tu déjà vu une montagne? Je pourrais répondre par la négative s'il ne m'a jamais été donné d'être en présence d'une montagne. Mais supposons que je sois devant la fameuse montagne Sainte-Victoire que Cézanne a peint encore. Cézanne peint la montagne Sainte-Victoire parce qu'il l'a vue, non pas parce qu'il l'a perçue. Et ce qu'il cherche en peignant Sainte-Victoire, c'est de donner à la voir. C'est de déposer la montagne dans cette peinture qu'il est en train de faire. C'est de lui permettre à cette montagne de se déployer, de prendre chair dans ce tableau qu'il est en train de réaliser. Cézanne a vu la montagne Sainte-Victoire et parce qu'il a vu, il ne peut manquer de la voir encore, de désirer la voir encore et de désirer partager cette vision. Mais que faut-il donc entendre par vision alors et qu'est-ce donc que cette montagne que Cézanne est en train de voir et qui peut prendre chair en ce tableau qu'il est en train de peindre? Alors cette question pour moi elle est fondamentale. Dans toute une série de traditions spirituelles, éminemment dans la tradition musulmane, les montagnes ne sont pas seulement celles qui peuplent la terre d'ici-bas. Il y a des montagnes dans les mondes célestes. Et toute la question est de savoir mais en quoi consiste, quel est le mode d'être de ces montagnes célestes. Et qu'est-ce donc que voir au sens le plus fort du terme si ce qui nous est donné de voir, ce qui nous sera donné de voir, ce ne sont pas seulement les montagnes qui ici-bas peuplent les montagnes qui peuplent la terre d'ici-bas, mais ces montagnes d'une autre nature, mais qui n'en sont pas moins montagnes au sens le plus fort du terme, hein, ou qui le sont éminemment montagnes, radicalement montagnes. Alors, on pourrait se contenter de dire, mais au fond, les seules montagnes réelles, ce sont celles d'ici-bas, celles faites de rochers. Mais précisément, ce n'est peut-être pas le cas. Il nous faut creuser cette problématique. Alors on peut la creuser de différentes façons, on peut l'approfondir, la déployer de différentes façons, et ici je propose de commencer le chemin à partir de quelques réflexions de type phénoménologique, à partir entre autres de Merleau-Ponty. Car la merveille des merveilles, mais c'est une libre reprise de Merleau-Ponty ici que je propose, c'est une lecture parmi d'autres possibles, c'est un chemin de pensée à partir de Merleau-Ponty. La merveille des merveilles, c'est que le tableau de Cézanne devient énigmatiquement le corps même d'une montagne. Et déjà donc dans le travail de la phénoménologie, il est possible de décrire la montagne dans la diversité fondamentale de ses modes d'être. Ce n'est pas comme s'il y avait les seules montagnes réelles faites de rochers, et puis
des montagnes selon la modalité d'un comme si ou d'un semblant, comme si c'était une façon de dire qu'il existe des montagnes dans les mondes célestes, comme si c'était une façon de dire que devant ce tableau de Cézanne, je vois la montagne. Alors c'est bien cela la question. Bien sûr, devant un tableau de Cézanne, je peux me contenter de dire, ben voilà, c'est une copie d'une montagne, c'est un semblant, et sur un certain plan, c'est tout à fait juste de dire que le tableau de Cézanne n'est pas une montagne faite de rochers. Mais si je consens à voir, si je peux et si je consens à voir ce qui se dépose sur la toile de Cézanne, ce n'est pas seulement une copie, c'est la montagne elle-même. C'est la montagne elle-même qui surgit dans la vision qu'il m'est donnée d'accueillir en moi, qu'il m'est donnée de devenir. C'est cette problématique que je désire progressivement construire avec vous, déployer avec vous. Tout d'abord dans cette première vidéo, mais il va nous falloir travailler longuement cette problématique et la déployer dans la richesse, la profondeur, dans toute la richesse, dans toute la profondeur, dans toute sa richesse, dans toute sa profondeur. Alors, commençons, si vous le voulez bien. Merci pour votre présence. Je suis devant la montagne Sainte-Victoire, je l'aperçois et je pose la question, néanmoins, ai-je déjà vu une montagne? Alors, dans un premier temps, je pourrais dire ceci. Évidemment, je l'aperçois, donc je la vois, je l'identifie là devant moi, et donc j'en ai une expérience visuelle. Et donc, par vision, à ce niveau-ci du déploiement de la problématique, par vision, il faut entendre l'ensemble des sensations visuelles qu'il m'est donné de vivre. Il y a le visible auquel j'appartiens, dans lequel je suis inscrit. J'en suis, dit Merleau-Ponty, j'en fais partie, j'appartiens au visible, et ce visible, il me dépasse de part en part, il excède de part en part ce que je peux en voir. Il y a le visible qui me dépasse de part en part, il y a au sein de ce visible ce qu'il m'est donné de voir, et il y a au sein même de ce que je suis en train de voir, cela même que je perçois, cela même que j'identifie, cela même qui m'apparaît. Et donc une première façon de travailler la question du rapport entre perception et vision consiste à dire que la vision relève de ce qu'il m'est donné de voir, relève des sensations visuelles, et la perception relève de ce que dans cela même que je vois, j'identifie, relève de ce qui, au sein même de ce que je vois, apparaît. Il y a le visible, au sein du visible, ce qui est vu, et au sein même de ce qui est vu, ce qui est perçu. Perçu de cette façon-ci, perçu de cette façon-là. Ainsi, Cézanne est devant la montagne Sainte-Victoire, il la voit. Le berger, la bergère est devant la montagne Sainte-Victoire, il la voit. Les amoureux se promenant voient la montagne Sainte-Victoire. C'est bien la montagne Sainte-Victoire qu'ils voient, mais ils ne la perçoivent pas de la même façon. Ils la perçoivent à la façon d'une bergère, d'un berger, d'un peintre, d'un poète, d'un exploitant minier, à la façon des amoureux. Il partage cette vision avec cet aigle qui vole, cet écureuil. Et au sein de ce qui ainsi est vu, se déploie toute une diversité de perceptions. Et donc, dans cette perspective, la vision, on peut dire qu'elle est le soubassement, la base, le sol, toujours encore incomplet, puisque cette vision se dépose au sein d'un visible qui nous dépasse de part en part. Cette vision fournit le sol au sein duquel se déploient des trajectoires, des visées, des perceptions. Il y a ce que je vois, et puis la façon dont, au sein même de ce que je vois,
j'ouvre un chemin, la façon dont s'ouvre au sein même du visible et au sein même de ce visible, au sein même de ce que je vois, un chemin. Telle perception plutôt que telle autre. Voici telle personne souffrante, je la vois, le médecin la voit, mais nous ne la percevons pas de la même manière. Ce qui est perçu diffère. Tel médecin spécialisé dans tel médecin, tel autre médecin appartenant à des traditions médicales différentes ne vont pas percevoir le malade, la malade de la même façon. Les symptômes ne vont pas apparaître de la même façon. La perception trace toujours encore des chemins au sein même de cela qui est vu. Elle est indissociable de formes d'engagement du corps au sein même du visible. Alors, cette thèse, elle est très profonde. Les phénoménologues, à partir du travail exceptionnel de Husserl, n'ont cessé de déplier, d'expliciter ce rapport-là entre la vision, ce qui nous est donné de voir, et la perception, ce que nous saisissons au sein même de ce que nous voyons. Il y a tant de choses que nous voyons sans nous en apercevoir. Donc, la perception, dans cette perspective, implique toujours nécessairement une sélection, un tri, un rétrécissement. Donc il y a le visible qui me déborde de part en part, il y a au sein du visible ce que je vois, et puis au sein de ce que je vois, ce que je perçois, ce qui m'apparaît en tant que ceci ou en tant que cela, ce que j'identifie, ce qui devient l'objet de mon attention. La perception est toujours encore liée à un acte de sélection, de tri. Elle différencie ce qui, eu égard à mes intérêts, eu égard à ma culture, eu égard aux ressources langagières qui sont les miennes, eu égard aux connaissances qui sont les miennes, à mes différentes habilités, elle différencie ce qui importe à tel moment, dans tel contexte, et ce qui importe moins, ce qui passe à l'arrière-plan, ce qui devient figure sur base de ce qui reste en état de latence, de fond. Il y a ce que je vois sans m'en apercevoir. Je peux passer à côté de cette personne que je vois sans même la percevoir. La perception est toujours déjà encore une opération de sélection, de tri, et il faut entendre cela, non pas seulement, il ne faut pas l'entendre de façon seulement négative. C'est cela qui permet, au sein des situations que nous vivons, de tracer un chemin. Ce chemin-ci, plutôt que ce chemin-là. La perception ouvre des perspectives. Elle suppose que des perspectives s'ouvrent. Alors on pourrait complexifier encore cette description. Il peut arriver que dans telle situation, ceci me saute aux yeux, m'apparaît directement, je le perçois. Et puis, il y a d'autres situations, il va falloir du temps pour que je me mette à percevoir cela que j'étais déjà en train de voir, mais de voir sans m'en rendre compte. La perception implique toujours un mouvement, un traçage, un chemin, un chemin qui suppose une limite, une limitation, et en même temps une projection, une anticipation. C'est cela le caractère énigmatique de la perception. La perception rétrécit et en même temps elle anticipe. Lorsque je suis devant la montagne Saint-Victoire, je ne vois pas toute la montagne Saint-Victoire, je ne fais pas le tour de la montagne Saint-Victoire, mais néanmoins dans l'acte perceptif, je suis déjà auprès des aspects non visibles de la montagne. Je suis déjà en train d'anticiper. Je trace un chemin qui déjà explore les aspects non vus, ce qui pourrait ou pas surgir de l'autre côté de la montagne. La perception surgit au sein du visible,
au sein de cela qui est vu comme une opération à la fois de sélection et d'anticipation. Alors, cette perception, elle peut se déployer selon différentes modalités. Je perçois ce qu'il est convenu de percevoir. Voilà, dans tel milieu, dans telle situation, c'est d'abord cela que l'on perçoit, plutôt que cela. Alors cette perception, elle peut se déployer donc de façon extrêmement anonyme. Je perçois du médecin. Et elle peut aussi davantage être travaillée par une dimension de particularisation. Non, je perçois du médecin, mais je perçois ce médecin et progressivement, je perçois la façon dont lui, elle, prend en charge son rôle, travaille comme un médecin. Alors, as-tu déjà vu une montagne? Reprenons la problématique. La perception est toujours, pour une part, en train d'occulter, de rétrécir le champ de la vision, d'inscrire dans le champ de la vision ce qui n'importe pas. Tant et tant de ce que nous voyons passe à l'arrière-plan. As-tu déjà vu une montagne? En ce sens, peut vouloir dire as-tu déjà laissé ce que tu vois, sans t'en apercevoir, se déployer? Regarde. Suspends pour une part tous les intérêts qui sont les tiens. Suspends pour une part les différentes trajectoires dans lesquelles tu es engagé. Laisse le visible, dans ce qu'il t'est donné d'en recueillir, se déployer dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Apprends à regarder, mais non pas ici pour davantage objectiver ce que tu perçois, mais pour pouvoir laisser le visible se déployer et te surprendre et réenrichir ta vie perceptive et réenrichir les différents chemins perceptifs dans lesquels tu es engagé. Donc une première façon de comprendre la question ai-je déjà vu une montagne? As-tu déjà vu une montagne? Pourrait être celle-ci. Devant cette montagne que tu perçois, que tu identifies, c'est une montagne, ce n'est pas un bateau, c'est devant cette montagne, devant la montagne que tu perçois, acceptes-tu de la laisser se déployer dans toute la richesse de sa visibilité? Cette montagne, tu la vois, mais laisse cela même que tu vois se déployer, réenrichir, pouvoir te surprendre, pouvoir et ouvrir dans le champ même du visible de nouvelles expériences perceptives, de nouvelles façons de tracer de nouveaux chemins, que ce travail d'enrichissement du visible te permet d'ouvrir, de te laisser surprendre, d'ouvrir de nouveaux chemins, de te laisser surprendre par l'advenue de nouveaux chemins perceptifs. Donc il nous faut percevoir, il nous faut tracer des chemins, et il nous faut en même temps laisser ces chemins que nous traçons être toujours déjà encore nourris, décentrés, revitalisés par la richesse même de ce qui nous est donné à voir. Je perçois cette situation injuste, mais est-ce que je la vois? Est-ce que je la laisse se déployer dans toute la diversité, dans toute la richesse, la complexité de ces dimensions? On s'aperçoit déjà maintenant que pour apprendre à voir, il faut pouvoir se tenir dans une certaine forme d'immobilité, de suspens, permettant au visible, à ce visible qu'il m'est donné de voir, de se déployer aussi en lui-même, à partir de lui-même. Donc il n'y a pas de perception qui ne suppose d'autres perceptions possibles.
Je partage avec toi la même situation, et la façon dont tu découpes un chemin possible dans cette situation suppose d'autres chemins possibles. Et donc la perception ne peut être vraiment pleinement vivante qu'en s'articulant à d'autres perceptions, hein, au sein d'une expérience de visibilité qui les excède chacune fondamentalement. Il nous faut apprendre à articuler nos perceptions, et nous ne pouvons apprendre à articuler dynamiquement nos perceptions, partager des aventures communes qu'en laissant le visible toujours encore nourrir nos expériences perceptives, les déborder, les excéder, les surprendre. En même temps, ce n'est qu'en t'engageant dans un chemin perceptif, celui-ci ou celui-là, que tu vas pouvoir être amené à découvrir dans le visible ce qui restait pour toi jusqu'alors latent, inaperçu. Donc il y a tout un jeu entre perception et vision. La vision ici, entendons-nous, elle est toujours encore entendue sous la modalité de ce qui sous-tend, ce qui nourrit, hein, nos différentes expériences perceptives. Mais il y a une vision plus profonde encore qu'il nous faut mettre en évidence. Cette vision, c'est sur le chemin de cette vision-là que je vous propose de nous mettre en chemin. Donc, ai-je déjà vu une montagne ? Pas à la façon de Cézanne, pas encore. Je dois dire, j'ai toujours déjà vu. Et en même temps, cette vision, il s'agit de la laisser se libérer, se déployer, se réinventer, toujours comme pour la première fois. Je pourrais encore dire, c'est devant cette toile de Cézanne que pour la première fois j'ai vu une montagne. Alors cette formule, elle m'est très chère. Nous n'allons pas finir de la déployer. Cézanne, lorsqu'il peint, dans un premier temps, nous pouvons dire que, de fait, il suspend pour une part toutes les visées perceptives dans lesquelles il est engagé. Oui, évidemment, il perçoit une montagne, mais ce qu'il cherche n'est pas à faire une copie d'une montagne allant de soi, d'un objet allant de soi. Oui, il identifie ces rochers comme étant la matière d'une montagne, mais ce n'est pas cela qu'il cherche, Cézanne. Il cherche à laisser le visible se déployer pour lui-même. Il laisse cette montagne qu'il perçoit appartenir au visible, à sa richesse prodigieuse. Mais ce n'est pas seulement cela qu'il fait, ce n'est pas seulement cela qu'il vit, lorsque tout à coup une vision au sens le plus fort du terme surgit en lui. Alors, décrivons l'émergence de cette vision. Alors, dans cette première rencontre, je ne fais que déployer les bases du travail. On entre tout doucement dans le chemin. Mais voyons, une montagne. Bien entendu, lorsque je me tiens sur le plan de la perception, une montagne, c'est cela qui va de soi. C'est ce que j'identifie. Une montagne, ce n'est pas une colline. Une montagne, ce n'est pas un bateau. Je parviens à saisir au sein même de ce que je vois une montagne. Et tel type de montagne. Et si je suis géologue, cette perception va encore davantage s'affiner. Il y a de la montagne possible, et me voici en présence d'un exemplaire de montagne, Sainte-Victoire, à Aix-en-Provence. La montagne que je perçois est censée aller de soi, elle est censée reposer en elle-même paisiblement, elle est identifiée au rocher, au sein même de laquelle elle surgit, elle apparaît. Une montagne composée de différentes dimensions, de différents aspects, mais qui s'articule selon la modalité du aller de soi.
Et voici que les différentes dimensions de la montagne commencent chacune à, à s'activer. Une montagne, ce n'est pas seulement ce qui un peu s'élève, ce n'est pas seulement ce qui un peu pèse, ce n'est pas seulement ce qui un peu s'étire ou ce qui un peu se contracte. Une montagne, c'est tout cela à la fois absolument, en même temps. La montagne de Cézanne, tout à coup, est saisie et accueillie par Cézanne comme habitée par différents mouvements. La montagne, en apparence, est immobile, mais dans cette immobilité, pour autant qu'une vision commence à surgir au sens le plus fort du terme, des mouvements se déploient, des mouvements invisibles se déploient. Cézanne laisse la visibilité de la montagne se déployer, et en laissant la visibilité de la montagne se déployer, lorsque la lumière est bonne, tout à coup, des mouvements surgissent au sein même de la montagne. Le regard de Cézanne est pris par le mouvement ascensionnel de la montagne. La montagne n'est plus que mouvement d'ascension. Elle surgit de terre et s'élève vers le ciel. Mais voici qu'elle est tout autant, tout aussi absolument, ce qui s'étend, ce qui se déploie, et ce qui se resserre, tout aussi absolument, et ce qui s'enfonce dans le sol, tout aussi absolument. Voici que des mouvements invisibles se déploient. Voici que derrière les apparences, dans les apparences et derrière les apparences, des mouvements invisibles se déploient. Cézanne consent à laisser ces mouvements surgir en lui. Ces mouvements surgissent à même la montagne qui commence à surgir, comme une montagne en mouvement, et ces mouvements, il les accueille en lui, il laisse son corps être travaillé par les différents mouvements qui se déploient à même la montagne. Nous avions affaire à une montagne reposant paisiblement en elle-même, à une montagne toute possible, et voici que des mouvements opposés commencent à circuler au sein même de la montagne, à s'activer les uns les autres. Je suis pris par le mouvement de l'ascension, et aussitôt que je suis pris par le mouvement de l'ascension, voici le mouvement de la descente, le mouvement de l'expansion, le mouvement de la contraction. Ces différents mouvements sont chacun absolus, comme si c'était à partir de chacun d'eux que toute la montagne apparaissait. Ces mouvements sont chacun absolus et relatifs, ils s'activent les uns les autres, ils passent les uns dans les autres, sans repos possible. Un mouvement inépuisable s'empare de la montagne Sainte-Victoire. Ce n'est pas que ça monte un peu, que cela descend un peu, ce n'est pas que cela se dilate un peu, que cela se contracte un peu. La montagne, pour ainsi dire, se vide d'elle-même. Elle se vide de sa toute immédiate cohérence. Elle ne va plus de soi. Elle est prise par un mouvement inépuisable. Un mouvement inépuisable, la montagne se vide, elle est vidée d'elle-même. Elle est prise par un mouvement inépuisable qu'il va s'agir pour Cézanne d'accueillir, d'endurer. Comme si la montagne ne savait plus ce que c'est qu'être une montagne. Alors, bien entendu, comprenez-moi bien, sur le plan de ce que nous pourrions appeler l'essence, la définition, oui, c'est une montagne, je l'aperçois. C'est cela, je l'aperçois en tant que montagne que je parviens à différencier d'autres montagnes, que je parviens à différencier des arbres, des rivières, des autres objets. Mais la montagne, lorsque Cézanne la laisse surgir à partir de l'inépuisable du visible en elle, cette montagne est animée de mouvements tout aussi liée qu'absolue. Elle est prise par une énigme. La montagne ne sait plus ce que c'est qu'être une montagne. Si vous me permettez de décrire les choses ainsi, je ne suis plus en prise avec une montagne allant de soi, je suis en prise avec une énigme. La montagne m'apparaît non pas comme un objet qui est à ma disposition, que je peux comparer avec d'autres objets, elle m'apparaît comme une énigme, comme prise par un mouvement inépuisable.
Un mouvement inépuisable qui, s'il n'est pas accueilli, s'il va se dissiper. Et je pourrais très bien, si vous m'entendez, refuser de me laisser prendre par ce mouvement qui advient au sein même de la montagne. Non, je perçois, je reviens à la perception. Je ne laisse pas ces mouvements inépuisables qui s'emparent de la montagne s'emparer de moi. Et c'est cela que Cézanne fait. C'est cela qu'il consent à vivre. Il laisse la montagne devenir mouvement, devenir énigme. Qu'est-ce donc être une montagne ? C'est être tout à la fois un mouvement d'ascension, c'est être tout à la fois un mouvement de descente, de pesée, d'expansion, de contraction. Aller tout cela à la fois simultanément. Il y a une énigme, il y a quelque chose, nous dit Merleau-Ponty, d'inachevé, d'inachevable, comme si la montagne, au lieu d'être ce qui va de soi, un objet, devenait une énigme. Une énigme qu'il s'agit d'accueillir. Eh bien, c'est cela, la vision. Cézanne voit. C'est-à-dire que tout à coup, ces différents mouvements invisibles qui structurent la visibilité de sa victoire, ces mouvements invisibles opposés qui s'y déploient, qui s'activent les uns les autres autour même du vide, autour même de cette perte de substance qui est advenue. La montagne, quand Cézanne se met à la voir, c'est une montagne qui ne va plus de soi, c'est une montagne qui perd son apparente cohérence, qui perd sa substantialité. Ce n'est plus une montagne qui paisiblement repose là, inerte, là devant moi. C'est ce qui tout à coup surgit à même ces rochers de Sainte-Victoire, à même ces rochers d'Aix-en-Provence, pour Cézanne, c'est un mouvement inépuisable. Un mouvement inépuisable qui est toujours encore à la limite de se dissiper, de se perdre ou de se figer. Et précisément, il va s'agir de consentir à cette énigme, de l'accueillir d'une façon telle que sans cesser d'être opposés les uns aux autres, ces différents mouvements absolus qui s'emparent de Sainte-Victoire parviennent à se composer les uns avec les autres, parviennent à tenir énigmatiquement les uns avec les autres. Nous allons progressivement dire que la montagne devient vivante. Il va falloir complexifier, travailler cette problématique. Mais j'espère que je vous fais entendre, que ma façon de dire vous permet d'entrer avec moi. Et merci pour votre patience, merci pour votre écoute. C'est que la façon dont Cézanne accueille les mouvements qui se sont emparés de la montagne permet à la montagne de surgir au sens le plus fort du terme. Dans la vision, ce n'est pas une montagne toute allant de soi qui surgit, c'est une montagne énigmatique, mais d'une énigme précisément qui est accueillie, et qui, parce qu'elle est accueillie, endurée, prend cher. Je l'ai vu, dit Cézanne, la montagne apparaît au sens le plus fort du terme, non pas au sens que je perçois dans le visible une montagne allant de soi, mais que j'accueille dans la profusion du visible, dans les conflits qui se déploient en lui, j'accueille une énigmatique montagne. Et ce qu'il va falloir comprendre, c'est que ce qui fait la réalité de la montagne, dans la perspective de Cézanne, eh bien c'est l'énigme même qu'elle est. Ce n'est pas qu'il y a une montagne allant de soi et que par rapport à cette montagne allant de soi, j'éprouve toute une série de mouvements en moi. Non, l'être même de la montagne, c'est cela qui, la révélation même de la vision, l'être même de la montagne n'est rien d'autre que ce mouvement inépuisable qu'elle est. Une montagne, c'est un mouvement inépuisable qui s'accueille, qui prend chair à la façon d'une montagne. Et c'est bien cela que
Cézanne cherche à déposer dans sa toile. Il cherche à partager cette vision. La montagne que Cézanne voit, c'est une montagne mouvement. C'est une montagne énigme. C'est une montagne qui n'en aura jamais fini de naître. C'est une montagne qui n'en aura jamais fini d'avoir à s'accueillir, à se rassembler dans ce qui en elle, en même temps, est mouvement inépuisable de diffusion de soi. La montagne se rassemble dans ce qui en elle est mouvement inépuisable. La montagne s'est vidée de son apparente substantialité. Elle a été prise par des mouvements qui la vidaient de sa trop immédiate réalité. Et c'est dans ces pertes de soi, Cézanne ne sait plus ce que c'est qu'être une montagne, que la montagne surgit. Elle ne surgit pas en annulant l'énigme qu'elle est. Elle surgit comme cette énigme. Le mouvement ne s'arrête pas. Il prend chair, il tient, il ne se dissipe pas. Et il importe pour cela que Cézanne consente à laisser l'énigme de la montagne surgir en lui, l'habiter, là où dans la perception je peux me tenir à distance de cela même que je perçois. Je perçois une montagne allant de soi et je vais y tracer des chemins selon mes différents intérêts. Voici que le mouvement, ce n'est pas moi qui le déploie par rapport à la montagne en fonction de mes différents intérêts. Voilà que le mouvement devient la montagne elle-même. Et je me tiens dans une forme d'immobilité qui laisse ces mouvements invisibles de la montagne travailler. Je consens à perdre pied, je consens à être dépassé, débordé par l'excès du visible en moi. Je consens à être déporté par ces mouvements qui se déploient, qui surgissent et qui se composent à un moment donné d'une façon telle que ça prend. C'est juste. Je vois. Cette vision, il va falloir, dans le chemin que nous déployons, la travailler dans toutes ses dimensions. Je perçois cette situation injuste. Consens-tu à la voir? Et si vous m'entendez, on peut déjà dire ceci maintenant, c'est que lorsque tu vois ou que tu laisses la vision surgir, tu n'es pas indemne, tu es transformé, tu surgis en même temps que cela même que tu vois. Et tu ne peux manquer de devenir pour une part cela même que tu vois. Et que la montagne que Cézanne voit, elle devient peinture, mais elle ne peut le devenir que parce qu'elle devient le corps même de Cézanne. Ce qui devient le corps même de Cézanne, c'est pas la montagne faite de rochers, c'est la montagne en tant qu'énigme, en tant que passage d'une inépuisable visibilité, en tant que passage d'un mouvement inépuisable. Voir, c'est accueillir en toute chose les mouvements invisibles qui s'y déploient, l'énigme que toute chose est en tant que telle. Alors c'est ce qu'il va nous falloir continuer à travailler dans la suite de ces rencontres. Merci de tout cœur pour votre présence. Merci pour votre patience et dans la joie de poursuivre le chemin si vous le désirez, si nous le pouvons. Au revoir.